Merci d'être resté avec nous. Un Français sur 5 a consommé au moins une fois dans sa vie des benzodiazépines, la famille d'anxiolytiques la plus couramment utilisée, mais qui n'est pas sans effet secondaire. À commencer par une dépendance quand le traitement dépasse environ 12 semaines. Or, en 2010, une étude a montré que la moitié des patients qui prenaient ces médicaments en consommaient depuis plus de 2 ans. Avec un syndrome de sevrage du coup fréquent et des symptômes qui empêchent les malades de pouvoir s'arrêter facilement. Pour mieux comprendre comment fonctionnent les anxiolytiques, avant de répondre à vos questions, un petit rappel de neurologie s'impose. Vous allez voir, on va aller au cœur du réseau de neurones. C'est évidemment dans notre cerveau que ça se passe, voilà, les neurones donc, qui constituent voilà, la matière grise de notre cerveau. L'information nerveuse va passer d'un neurone à l'autre grâce à des messagers chimiques qu'on appelle les neurotransmetteurs, et ça se passe ici dans ce qu'on appelle le synapse, donc l'espace entre deux neurones, et ces neurotransmetteurs qu'on vous a schématisés ici. Alors il y en a beaucoup des neurotransmetteurs, celui qui nous intéresse c'est ce qu'on appelle le GABA, l'acide GABA aminobutyrique. Voilà, alors en fait le GABA est un inhibiteur, c'est-à-dire qu'il va empêcher l'excitation prolongée du neurone qui se trouve ici. Vous allez voir, Marina va appuyer sur le petit bouton. Le GABA est en rose. Il va permettre d'ouvrir ces récepteurs. Et puis, comme ça, il va y avoir des messages calmants qui vont être transmis. Et vous voyez, le rôle des benzodiazépines, c'est que ça augmente encore plus l'action de ces récepteurs qui finalement s'ouvrent encore mieux. Et donc, ça calme un petit peu tout ce qui va arriver de l'autre côté de la synapse, c'est-à-dire ce neurone. C'est ça le rôle calmant de ces anxiolytiques. C'est vrai que ce sont des médicaments qui sont efficaces, mais comme on l'a dit, ils peuvent entraîner une dépendance. Pour répondre à toutes vos questions, le docteur Pierre de Maricourt, qui est psychiatre au centre hospitalier Sainte-Anne, c'est à Paris. Bonjour. Bonjour. Et on accueille Clotilde Queneau. Bonjour Clotilde. Bonjour. Alors juste avant qu'on écoute votre témoignage, on va répondre à cette première question, parce que sinon c'est un peu confus toujours de parler des anxiolytiques. Marine demande quelle est la différence entre les différents anxiolytiques. En gros, ça recouvre quoi, ce terme? Donc, les anxiolytiques sont des molécules qui sont faites pour lutter contre l'anxiété. Il y a en effet différentes classes. Il y a les molécules GABAergiques, avec au premier rang desquelles les benzodiazépines, qui sont les molécules les plus prescrites et celles qui posent le plus de problèmes. Il y a aussi d'autres molécules qui peuvent être les antihistaminiques, comme l'hydroxyzine. Les antihistaminiques, c'est aussi les antiallergiques, quoi, ce qu'on prend pour le rhume des foins, par exemple. Exactement, mais qui ont aussi ces vertus anxiolytiques. D'autres molécules comme la buspirone aussi ont ces propriétés-là. Et enfin, les antidépresseurs sont aussi des traitements qui sont indiqués dans le traitement de l'anxiété, des troubles anxieux, de la dépression. Et dernière classe, les neuroleptiques à petite dose ont aussi une efficacité anxiolytique. Ça recouvre beaucoup de termes. Ouais, juste pour revenir sur les antihistaminiques, donc les antiallergiques, il y a plein de gens qui n'ont jamais pris un anxiolytique, mais qui prennent des médicaments contre le rhume des foins. Ça veut dire quoi? Que ça les aide? C'est un anxiolytique masqué? C'est un anxiolytique masqué. En tout cas, dans le rhume des foins, on ne le prend pas dans cette indication-là, mais on peut tout à fait le prendre pour l'anxiété légère, l'anxiété passagère. Certaines personnes peuvent le prendre dans l'avion, par exemple. Est-ce que ça veut dire que ceux qui prennent ça tous les ans au printemps, ils peuvent avoir des problèmes de sevrage après, quand ils s'arrêtent? Alors, l'hydroxyzine, l'atarax, par exemple, n'entraîne pas de phénomène de dépendance. C'est important. C'est seulement les benzodiazépines qui entraînent ces problèmes. C'est pour rassurer les allergiques. Hein. Alors, Clotilde, donc, c'est en 2003 que vous avez commencé à consommer ces médicaments? Oui. Parce que vous Sur aviez prescription, de sommeil, Voilà, je suis tombée dans ce qu'on appelle un petit peu le burn-out, ou du moins un surmenage, avec un épuisement professionnel, avec un choc affectif qui ont fait que je me suis dirigée chez un psychiatre et que justement il m'a pris en charge avec des prescriptions d'anxiolytiques, antidépresseurs. Médicaments que vous n'aviez jamais pris avant? Non. D'accord. Et il vous avait donné. Attends, parce que vous nous avez dit, il n'est pas allé de main morte quand même. Hein. Non, mais. On a 4 Valium, un Octamine, c'est un somnifère, 2 Séroprame, c'est un antidépresseur. Ouais. Tout ça en même temps. Ça allait vraiment si mal que ça, ou... Non, j'étais pas bien du tout. Bon. Et alors, ce qui est le plus étonnant, peut-être, j'aurais peut-être fait réagir le psychiatre, il vous aurait dit d'arrêter de travailler entre 3 et 5 ans? Voilà. Il m'a dit, mais de toute façon, ce qui va améliorer votre état, c'est aussi, vous êtes trop... J'avais une tension vraiment 8,4, 8,5, donc c'était pas très basse, donc mais je n'ai pas arrêté de travailler. Vous avez pris les médicaments, mais pas arrêté de travailler. Voilà, mais c'est vrai que ça n'est pas facile, parce que les médicaments, forcément, ils ont été efficaces? Tout à fait. Oui. Je me suis sentie mieux.
Donc j'ai forcément récupéré un peu de sommeil, mais artificiel, on va dire aussi en même temps, puisque c'est le médicament qui provoquait, mais ça m'a permis de remonter un petit peu, mais pas suffisamment. Est-ce que vite vous avez eu des effets secondaires de ces médicaments, des troubles de mémoire, des choses comme ça? À long terme, oui. Ouais, un peu, voilà. C'est-à-dire que je me sentais, on a moins la tête, on est moins vive. Hein, on est moins vive, forcément. Donc c'est comme la dépression ou l'anxiété faisait que vous l'étiez peut-être un peu trop, même aussi, j'étais un petit peu hyperactive, j'étais un petit peu trop, et après j'étais un petit peu pas assez. Donc c'est pour ça qu'au bout de plusieurs années, je me suis dit, bon... faut peut-être arrêter, on va en parler. Je diminue mes prises d'anxiolytiques, mais je remarque des troubles de mon rythme cardiaque dans mes activités du quotidien. Pourquoi, Martine? Ça fait partie du syndrome de sevrage? C'est difficile à dire. Il peut y avoir en effet un certain nombre de syndromes physiques quand on arrête de façon un peu trop brutale les anxiolytiques, avec l'épisode éventuellement de tachycardie. Mais à ma connaissance, il faudrait voir de quelle façon cette personne a arrêté. C'est pas forcément lié. Christine prend un quart d'anxiolytique, c'est-à-dire qu'elle prend 0,50 mg tous les jours. Est-ce qu'elle peut arrêter sans risquer l'effet rebond? Est-ce qu'il y a une dose limite au-delà de laquelle en fait, il n'y a aucun problème pour arrêter? Alors 0,5 mg je ne connais pas la molécule, donc c'est difficile à dire. De toute façon, quand on est sur des faibles posologies comme ça, il faut toujours, avec son médecin, décider d'un arrêt qui doit être le plus progressif possible. Et ce qui est recommandé, on peut passer un jour sur deux. On peut passer éventuellement, ça dépend aussi de la demi-vie du médicament. Il y a plein de paramètres à prendre en compte, mais ce qu'il faut faire, je pense, c'est avec son médecin et le faire de façon très progressive, parce que vraiment c'est ça qui est recommandé pour éviter les phénomènes de rebond. Pardon. Je pense que j'allais poser la même question que vous. Clotilde, justement. Quand vous avez voulu arrêter, vous avez essayé toute seule la première fois. C'est ça que vous vouliez demander? Voilà, j'ai essayé toute seule parce que j'ai eu une très bonne année. Je veux dire une année où tout se passait à peu près bien, où sur le plan professionnel, sur les congés, je ne prenais pas toujours... voilà, donc là j'étais plus peut-être reposée, détendue. Donc je me suis dit, je vais progressivement, alors surtout évidemment, je n'ai pas fait du jour au lendemain, j'ai en dégressif, et non pas par effet rebond, mais par mon travail, j'ai été fortement contrariée, et j'ai dû reprendre énormément mon activité, et ça m'a fait replonger dans une angoisse, en fin de compte. C'est surtout par l'angoisse que ça a généré. Donc du coup... C'est pas les effets que vous avez eu au moment où vous avez diminué les médicaments, c'est parce que j'en ai pas eu. Il y a eu des événements extérieurs. Je n'en ai pas eu. Voilà, ce sont les événements extérieurs qui ont fait que je me dis bon, allez, ça a peut-être été trop juste. J'ai peut-être voulu arrêter un petit peu. C'était toujours avec l'avis du psychiatre quand même. Oui. Je veux dire, c'est toute seule, mais accompagnée. D'accord. Que pensez-vous du sevrage à l'hôpital, Marina? Eh bien, quand on veut arrêter de prendre des anxiolytiques, il est évidemment conseillé de se faire aider. Et si plusieurs tentatives de sevrage ont échoué, il est possible de se faire hospitaliser. Guillaume Morinet et Claude Pavelec se sont rendus dans un service spécialisé. Regardez. Bonjour monsieur. Bonjour. Je vais vous donner vos anxiolytiques. Oh là là, tout ça encore. Oui, bien sûr, mais bon, pour l'instant, vous allez prendre ces traitements-là tant que vous êtes angoissé. Et quand vous irez mieux, on arrêtera progressivement. D'accord. D'accord. Vous êtes sûr? Je suis sûre. Bon. Hubert a 49 ans. Il est hospitalisé pour un sevrage qui doit durer 3 semaines. Il consomme depuis plus de 15 ans des benzodiazépines pour lutter contre son anxiété. Progressivement, vous en prenez un quart. En fin de semaine, vous en prenez un peu plus, un demi. Et puis un jour, vous en prenez tellement que vous n'arrivez plus non plus à vous lever. Et donc il y a un état de manque qui se met en place et vous n'arrivez plus à vous en passer. J'ai essayé d'arrêter en partant en voyage. J'ai arrêté, on va dire, 9 jours. Donc j'ai cru que c'était complètement terminé. Et quand je suis rentré pour reprendre mon travail, j'ai eu un besoin nécessaire de reprendre ces anxiolytiques. Beaucoup de patients ont compris au bout d'un moment, pas toujours au début, mais au bout d'un moment, que l'usage qu'ils faisaient des médicaments n'était pas l'usage recommandé et souhaitent d'une part arrêter progressivement, mais aussi trouver des moyens pour ne pas avoir besoin de ces médicaments. C'est tout d'abord l'hygiène de vie, les rythmes du sommeil, l'activité sportive, une alimentation équilibrée. C'est aussi des psychothérapies de relaxation. Bonjour docteur. Bonjour, monsieur, entrez, je vous en prie. Aujourd'hui, pour Hubert, c'est le rendez-vous avec le psychiatre. Il s'agit de faire le point sur les symptômes que peut provoquer le sevrage après 8 jours d'hospitalisation. Vous êtes senti angoissé cette semaine ou est-ce que c'est... Alors en début de semaine, j'étais encore beaucoup angoissé. Combien de temps ça a duré? Ça a duré 4 ou 5 jours où j'étais vraiment pas bien du tout.
une anxiété qui était en phase montante et descendante, donc très difficile à vivre avec des sudations. Est-ce qu'il y avait des douleurs ou une tension physique? Alors des douleurs faites aux articulations, tendues à la nuque, dans le dos et une sécheresse importante au niveau de la bouche également. Chaque sevrage est différent et le médecin doit adapter son traitement au ressenti du patient. Mais malgré tout, Hubert reste inquiet. Quand je vais sortir dans 3 semaines environ, est-ce que je vais y arriver seul? Est-ce que je vais retomber dedans? Ça m'inquiète beaucoup, beaucoup. Ce que nous avons prévu, nous, c'est pas forcément d'arrêter complètement tout type de médicaments, mais de remplacer ce benzodiazépine par notamment les antidépresseurs pour prendre en charge le trouble anxieux dont vous souffrez. D'accord. On n'a pas de garantie que ça ne sera pas difficile, mais en tout cas, on va tout mettre en œuvre pour que ça se passe bien à la sortie. D'accord, je vous remercie. Je suis nettement mieux depuis 3 jours. Et là, je vois vraiment la lumière qui est au bout du tunnel, comme on dit. Il y a quand même un mieux, un grand mieux. On sait combien ça représente de pourcentage de patients qui sont obligés d'avoir recours à une hospitalisation? Je ne peux pas vous dire, il y a énormément de consommation. On estime que chaque année, il y a un Français sur 5 qui consomme des benzodiazépines. On nous demande si c'est le record, si la France a le record de consommation. Alors, on reste parmi les dernières études, l'ANS, l'Agence du médicament, disait en 2002, on était le 2e pays européen, après le Portugal, il me semble. Ces dernières années, il y a quand même en France une diminution globale des consommations d'anxiolytiques. Mais nous sommes parmi les pays les plus consommateurs. Alors, on nous dit, n'oubliez pas de dire que ce sont les médecins qui poussent les malades à prendre des anxiolytiques. Clotilde, il peut peut-être réagir. Il est un tout petit peu médecin. Oui, non, mais j'allais faire réagir Clotilde. Oui. Mais si Marina, si vous voulez m'empêcher de m'exprimer dans cette émission, il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est vraiment les médecins poussent vraiment et les patients poussent aussi? Je pense qu'il y a une combinaison de facteurs. Certains médecins, à mon avis, peuvent prescrire de façon un peu trop facile les médicaments, les benzodiazépines. Certains patients aussi, quand ils rentrent dans des phénomènes de dépendance, ont besoin de consommer de plus en plus de médicaments et peuvent aussi rentrer dans une spirale avec un certain nomadisme médical. Et je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Je vous en prie, Michel. Merci. Clotilde, vous avez l'impression qu'il y avait les deux responsabilités, c'est-à-dire que le médecin avait commencé à vous prescrire l'anxiolytique parce que vous en aviez besoin et que c'est vous qui poussiez à cette consommation et à cette demande, ou le médecin, lui, poussait à ce que vous continuiez? Je crois qu'il a fait... Personne n'a poussé personne. Je pense qu'il a fait son travail. C'était donc un spécialiste, un psychiatre. Après, les problèmes que les généralistes en première intention donnent, tout ce qui est psychotrope ou benzodiazépine, etc., ça, c'est un autre débat. Hein? Donc, moi, je trouve que je suis allée directement voir un psychiatre. Émilie prend des anxiolytiques depuis ses 16 ans à la suite d'un viol. Dès qu'elle essaye d'arrêter, elle se souvient de tout. Elle demande s'il y a une alternative. Visiblement, on est dans un contexte particulier chez cette patiente. Psychothérapie. Je pense déjà qu'il faut qu'elle puisse être évaluée par un spécialiste, par un psychiatre, évaluer la psychopathologie sous-jacente, voir s'il y a un trouble anxieux caractérisé. Dans ces situations-là, certains médicaments, en particulier les antidépresseurs, ont une efficacité et non pas ces phénomènes de dépendance, de tolérance qu'ont les benzodiazépines, et évidemment associé à la prise en charge médicamenteuse, une prise en charge psychothérapeutique semble en tout cas tout à fait justifiée dans cette situation. Alors justement, on nous demandait, il y avait une question, pourquoi on associe souvent les antidépresseurs avec les anxiolytiques? Ça a été votre cas d'ailleurs, pourquoi on associe les deux? Alors, ils ont des mécanismes d'action et la mise en place est très différente. Les anxiolytiques sont très symptomatiques, ont une efficacité très rapide. Quand on prend un comprimé de benzodiazépine, dans la demi-heure, dans l'heure, on a tout de suite cet effet anxiolytique. Les antidépresseurs, qui sont indiqués, je le redis, dans le traitement de troubles anxieux, ont un délai d'action beaucoup plus long, de 4 à 6 semaines. Et il est fréquent qu'en début de traitement, on associe un traitement anxiolytique en attendant l'effet à long terme de l'antidépresseur. D'accord. Alors vous avez, Clotilde, quand vous avez voulu à nouveau arrêter, entendu parler d'une étude, ça c'est quand même mal connu, sur les cures thermales. Voilà, c'est-à-dire que j'étais déjà allée en cure sur Divonne, et j'ai voulu voir un petit peu ce qui se passait ailleurs. Je suis allée voir sur Internet et je suis tombée donc sur Saujon, en Charente-Maritime. Et je vois également qu'il y a une étude qui est lancée et on demande des malades, des volontaires, pour faire l'étude. Donc je postule
je suis retenue parmi... donc voilà, ça s'est passé en plusieurs sessions. Ça devait être en 2006, je pense. Et à partir de là, donc c'était très intéressant pour moi, pour beaucoup de points de vue. Le matin, j'avais ma cure normale, comme pendant 3 semaines. Tous les matins, les soins de la même façon. Et l'après-midi, on avait des ateliers psycho-éducatifs, psychopédagogiques, des moments de relaxation, etc. Comment se gérer justement quand on a une crise d'angoisse qui monte, etc. Donc il y avait plusieurs personnes avec des pathologies un petit peu différentes. Mais c'est ça qui a fait que... Le déclenchement. Voilà. Ce qui a je me suis dit, bon, voilà, il y a vous possibilité, n'avez pas baissé beaucoup pendant la cure, mais après, c'est une prise de conscience quand même. J'avoue que j'en ai moins trop le souvenir, mais c'était un peu C'est à Saujon, c'est ça, en Charente-Maritime. Bon, on va y aller justement. Juste, on a un témoignage de Corinne qui dit « Je suis au milieu d'une cure à Saujon. J'ai déjà pratiquement diminué de moitié mes anxiolytiques, que du bon. » Ils n'ont pas besoin d'office de tourisme là-bas avec nous, ça va être incroyable. Hein, ça va être parfait. Donc vous l'avez compris, c'est à Saujon, en Charente-Maritime. C'est une solution originale qui permet de réduire sa consommation de benzodiazépine avec un suivi très particulier. Reportage Guillaume Morinet, Claude Pavellec et Martial Menuet. Pascal a fait un burn-out il y a plusieurs années. Depuis, il consomme beaucoup d'anxiolytiques et il ne peut plus s'en passer. Alors aujourd'hui déjà je voudrais au moins diminuer la prise de ces médicaments parce que ça a une influence sur mon équilibre, ma mémoire et un certain nombre de troubles comme ça. Donc déjà diminuer ce serait déjà beaucoup. Et puis peut-être qu'après tout, si je me sens vraiment bien, pouvoir arrêter complètement, ça serait un défi à relever et qui serait intéressant. Et ce défi, Pascal va le relever avec l'aide d'une cure thermale, un séjour de 3 semaines pour arrêter les tranquillisants. Les personnes qui veulent se sauver sont généralement des personnes qui consomment des anxiolytiques depuis un certain temps, assez longtemps, 2 ans, 3 ans, qui ont conscience que leur état est compatible avec l'arrêt du médicament, mais qui, pour différentes raisons, échec antérieur, peur des effets secondaires à l'arrêt ou de la rechute, n'arrivent pas à le faire tout seuls. Et ils ont besoin alors d'être accompagnés par des professionnels. Et s'arrêter seul, sans un soutien médical, c'est très délicat. Sandrine prend aussi des anxiolytiques depuis longtemps, des benzodiazépines dont il est très difficile de se défaire. 2-3 fois, j'ai essayé d'arrêter. J'ai rechuté à chaque fois. Et donc, il faut une aide pour réussir à stopper, à diminuer. Qui est-ce qui a commencé à arrêter son médicament, son benzo, à réduire en tout cas son anxiolytique ? Mardi soir, j'ai commencé à baisser le Xanax. Durant le séjour, les curistes sont suivis par un psychologue comportementaliste qui leur propose des ateliers éducatifs. Il s'agit de comprendre ce qui les a poussés à consommer autant de calmants et leur expliquer les étapes du sevrage. Je sais que si je commence un sevrage, je sais que je vais avoir des moments qui ne sont pas faciles. Je sais que je vais avoir des douleurs, je sais que je vais être fatiguée, je sais que je vais avoir un peu de crise d'angoisse, je sais que... Voilà. Mais en même temps, je mets en place d'autres outils pour apprendre à gérer cela de façon autonome et responsable et à ne plus dépendre de rien. Quels outils, du coup, mettre en place pour ne pas tomber d'une dépendance à une autre, ce qui est souvent le cas, c'est-à-dire on remplace un médicament par un autre médicament, mais du coup avec des outils qui sont à la fois des outils corporels, la détente, avec tout ce que ça peut comprendre, et un questionnement mental qui est comment je peux m'autonomiser, me responsabiliser et ne plus tomber dans cette dépendance, mais apprendre à me faire confiance, à être plus sûr de moi et du coup à ne plus avoir besoin de béquilles pour fonctionner dans ma vie. Ces ateliers vont se répéter durant le séjour et permettent à ce groupe de patients de mettre en place des stratégies pour accepter le sevrage et mieux réagir aux symptômes du manque. Ce qui marche dans la cure, c'est l'association de 3 formules. La première, c'est l'eau qui permet de sédater, d'anxiolyser, donc de compenser l'effet thérapeutique. L'environnement médicalisé qui permet aux patients d'être sécurisés, et c'est très important d'être sécurisé quand on est anxieux et qu'on lâche un médicament. Et troisièmement, la thérapie cognitive et comportementale qui permet aux patients d'apprendre des outils pour mieux gérer son anxiété. Au bout de 3 jours, le rythme de vie change déjà totalement. Le sommeil évolue déjà. Les journées sont remplies, toutes les matinées sont bien remplies. Et ce rythme, Sandrine va devoir le tenir encore 3 semaines. Depuis la mise en place de cette prise en charge originale de la dépendance, les résultats sont positifs. Une étude a montré que la moitié des curistes arrêtent leur consommation d'anxiolytiques dans les 3 mois qui suivent la cure. Le bilan pour l'instant plutôt positif de ces cures.
Oui, tout à fait. C'est un À programme Saujon. original à Saujon qui, dans une unité de lieu, propose différentes thérapies, le thermalisme, mais aussi une approche psychothérapeutique avec la psychoéducation, la relaxation et ce suivi médicalisé. Pardon, Ouais. non, je ne voudrais pas qu'on croie qu'on a des intérêts à Saujon. Ok. Il y a d'autres villes en France qui font des cures thermales spécialisées dans le sevrage. Ouais, alors, ce programme en particulier, par exemple, s'est déroulé dans 4 ou 5 centres thermaux. C'est une étude sur la France entière, multicentrique. D'accord. Voilà. Juste une question, pourquoi est-ce qu'il faut arrêter les anxiolytiques ? Pourquoi il faut les arrêter ? Parce qu'on a dit à un moment que ça pouvait abîmer le cerveau, qu'il y a éventuellement une augmentation de risque de maladie de l'Alzheimer. On en est où, toutes ces connaissances ? Plusieurs choses. Donc, ces phénomènes de dépendance et de perte de contrôle sont une première chose. Des effets cognitifs qui sont connus. Il y a des effets sur la mémoire avec une amnésie antérograde. Chez les sujets âgés en particulier, un risque de chute, de fracture très élevé, et ça c'est tout à fait clair. Un risque d'accident de la voie publique et d'accident de la route. Sur la question, en effet, de l'interaction entre démence et benzodiazépine, il y a des études, en effet, épidémiologiques qui montrent un lien statistique, mais en tout cas, pour le moment, pas de lien de causalité. D'accord. Et l'amnésie qui apparaît, elle disparaît au moment où à l'arrêt des anxiolytiques à l'arrêt, on peut récupérer une partie de ces fonctions cognitives. Amnésie antérograde, ça veut dire qu'on n'imprime plus. C'est des choses qui nous arrivent. On a les souvenirs, mais ce qu'on fait part un peu. Vous avez vu ça ? J'ai beaucoup de mal à apprendre, ou à me remettre dans le bain. Aujourd'hui encore, alors vous ne prenez plus rien. Oui, toujours, oui. Depuis combien de temps vous avez complètement tout arrêté ? Comme ça s'est fait un petit peu progressivement, je dirais 2 ans, allez. Ah oui, vous n'avez pas récupéré complètement encore. Je trouve que c'est extrêmement long, c'est-à-dire qu'on tombe d'un seul coup, mais alors après... Mais ça peut être ça, 2 ans après Bon, ça dépend des personnes, ça dépend de l'âge. C'est difficile. Bah oui, ça dépend. J'allais vous le dire. Je ne voulais pas vous le dire pour ne pas vous manquer de respect, mais à partir d'un certain âge... Si vous voulez lui en coller 2, vous pouvez, ne vous gênez pas. À partir d'un certain âge, on imprime C'est moins. pas un souci. On imprime moins. On imprime moins. Il y en a qui impriment plus du tout d'ailleurs. Quoi, il y en a qui impriment plus du tout. C'est de moi dont est-ce que vous parlez ? Julien demande, alors là, je ne sais pas s'il veut un bon ou pas, s'il est préférable de consommer un peu d'alcool à la place d'anxiolytiques. Et j'ajouterais, comment se passe l'association alcool-anxiolytique ? L'effet anxiolytique est assez semblable. On parlait tout à l'heure dans un reportage du risque de transfert de dépendance. Il est tout à fait là. Quelqu'un qui consomme des benzodiazépines et qui va remplacer l'alcool, qui va remplacer les benzos par de l'alcool, risque aussi de tomber dans la dépendance à l'alcool. Donc c'est une mauvaise idée. Et la prise concomitante, ça potentialise l'effet des benzodiazépines ? On augmente en effet, on augmente l'effet, tout à fait. Et la sophrologie à la place des anxiolytiques ? Pourquoi pas, il y a plein de choses alternatives. Le yoga, l'activité physique, la relaxation montrent un effet tout à fait bénéfique sur le niveau d'anxiété. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Vous, on vous garde encore un petit peu. Il y a un chat qui commence, Michel. Oui, parce qu'avec notre invité, le docteur Olivier Dubois, qui est psychiatre également, ils seront tous les deux à votre disposition. Vous allez sur allodocteur.fr et pendant 1 heure, dès le générique de fin d'Allo Docteur, vous pourrez leur poser des questions. Donc de 15h à 16h sur allodocteur.fr. Demain, dans Allo Docteur, on répondra à toutes vos questions sur la dégénérescence maculaire liée à l'âge, la DMLA, et vous verrez qu'il y a du nouveau dans le traitement, mais il faut être diagnostiqué rapidement. Vendredi, on parlera des épices. On verra qu'en dehors du fait qu'elles donnent du goût à l'alimentation, certaines ont des vertus médicinales. On verra lesquelles et comment les utiliser. L'émission de vendredi étant enregistrée demain matin, on attend ces questions dès à présent. Un petit appel à témoin, Michel. Vas-y, c'est un truc de fille. On recherche une femme qui a souffert de plusieurs infections urinaires, qui a décidé de les prévenir grâce aux plantes. Si c'est votre cas, appelez-nous au 01 58 88 85 21. Et on vous rappelle qu'en dehors d'Internet et du téléphone portable dont on vous parle toujours, nous sommes présents sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Ouais. Demain, je serai avec Benoît et je pense que ce n'est pas une mauvaise idée. À demain. 2-3 jours de repos. C'est ça, à demain. À demain. Non, pas demain.
Merci d'être resté avec nous. Un Français sur 5 a consommé au moins une fois dans sa vie des benzodiazépines, la famille d'anxiolytiques la plus couramment utilisée, mais qui n'est pas sans effet secondaire. A commencer par une dépendance quand le traitement dépasse environ 12 semaines. Or, en 2010, une étude a montré que la moitié des patients qui prenaient ces médicaments en consommaient depuis plus de 2 ans. Avec un syndrome de sevrage du coup fréquent et des symptômes qui empêchent les malades de pouvoir s'arrêter facilement. Pour mieux comprendre comment fonctionnent les anxiolytiques, avant de répondre à vos questions, un petit rappel de neurologie s'impose. Vous allez voir, on va aller au cœur du réseau de neurones. C'est évidemment dans notre cerveau que ça se passe, voilà, les neurones donc, qui constituent la matière grise de notre cerveau. L'information nerveuse va passer d'un neurone à l'autre grâce à des messagers chimiques qu'on appelle les neurotransmetteurs, et ça se passe ici dans ce qu'on appelle le synapse, donc l'espace entre deux neurones, et ces neurotransmetteurs qu'on vous a schématisés ici. Alors il y en a beaucoup des neurotransmetteurs, celui qui nous intéresse c'est ce qu'on appelle le GABA, l'acide GABA aminobutyrique. Voilà, alors en fait le GABA est un inhibiteur, c'est-à-dire qu'il va empêcher l'excitation prolongée du neurone qui se trouve ici. Vous allez voir, Marina va appuyer sur le petit bouton. Le GABA est en rose. Il va permettre d'ouvrir ces récepteurs. Et puis, comme ça, il va y avoir des messages calmants qui vont être transmis. Et vous voyez, le rôle des benzodiazépines, c'est que ça augmente encore plus l'action de ces récepteurs qui finalement s'ouvrent encore mieux. Et donc, ça calme un petit peu tout ce qui va arriver de l'autre côté de la synapse, c'est-à-dire ce neurone. C'est ça le rôle calmant de ces anxiolytiques. Alors c'est vrai que ce sont des médicaments qui sont efficaces, mais comme on l'a dit, ils peuvent entraîner une dépendance. Pour répondre à toutes vos questions, le docteur Pierre de Maricourt, qui est psychiatre au centre hospitalier Sainte-Anne, c'est à Paris. Bonjour. Bonjour. Et on accueille Clotilde Queneau. Bonjour Clotilde. Bonjour. Alors juste avant qu'on écoute votre témoignage, on va répondre à cette première question, parce que sinon c'est un peu confus toujours de parler des anxiolytiques. Marine demande quelle est la différence entre les différents anxiolytiques. En gros, ça recouvre quoi, ce terme? Donc, les anxiolytiques sont des molécules qui sont faites pour lutter contre l'anxiété. Il y a en effet différentes classes. Il y a les molécules GABAergiques, avec au premier rang desquelles les benzodiazépines, qui sont les molécules les plus prescrites et celles qui posent le plus de problèmes. Il y a aussi d'autres molécules qui peuvent être les antihistaminiques, comme l'hydroxyzine. Les antihistaminiques, c'est aussi les antiallergiques, quoi. Ce qu'on prend pour le rhume des foins, par exemple. Exactement, mais qui ont aussi ces vertus anxiolytiques. D'autres molécules comme la buspirone aussi ont ces propriétés-là. Et enfin, les antidépresseurs sont aussi des traitements qui sont indiqués dans le traitement de l'anxiété, des troubles anxieux, de la dépression. Et dernière classe, les neuroleptiques à petite dose ont aussi une efficacité anxiolytique. Ça recouvre beaucoup de termes. Ouais, juste pour revenir sur les antihistaminiques, donc les antiallergiques, il y a plein de gens qui n'ont jamais pris un anxiolytique, mais qui prennent des médicaments contre le rhume des foins. Ça veut dire quoi? Que ça les aide? C'est un anxiolytique masqué? C'est un anxiolytique masqué. En tout cas, dans le rhume des foins, on ne le prend pas dans cette indication-là, mais on peut tout à fait le prendre pour l'anxiété légère, l'anxiété passagère. Certaines personnes peuvent le prendre dans l'avion, par exemple. Est-ce que ça veut dire que ceux qui prennent ça tous les ans au printemps, ils peuvent avoir des problèmes de sevrage après, quand ils s'arrêtent? Alors, l'hydroxyzine, l'atarax, par exemple, n'entraîne pas de phénomène de dépendance. C'est important. C'est seulement les benzodiazépines qui entraînent ces problèmes. C'est pour rassurer les allergiques. Hein. Alors, Clotilde, donc c'est en 2003 que vous avez commencé à consommer ces médicaments? Oui. Parce que vous sur aviez prescription, de sommeil, Voilà, je suis tombée dans ce qu'on appelle un petit peu le burn-out, ou du moins un surmenage, avec un épuisement professionnel, avec un choc affectif qui ont fait que je me suis dirigée chez un psychiatre et que justement il m'a pris en charge avec des prescriptions d'anxiolytiques, antidépresseurs. Médicaments que vous n'aviez jamais pris avant? Non. D'accord. Et il vous avait donné. Attends, parce que vous nous avez dit, il n'est pas allé de main morte quand même. Hein. Non, mais. On a 4 Valium, un Octamine, c'est un somnifère, 2 Séroprame, c'est un antidépresseur. Ouais. Tout ça en même temps. Ça allait vraiment si mal que ça, ou... Non, j'étais pas bien du tout. Bon. Et alors, ce qui est le plus étonnant, peut-être, j'aurais peut-être fait réagir le psychiatre, il vous aurait dit d'arrêter de travailler entre 3 et 5 ans? Voilà. Il m'a dit, mais de toute façon, ce qui va améliorer votre état, c'est aussi, vous êtes trop... J'avais une tension vraiment 8,4, 8,5, donc c'était pas très basse, donc mais je n'ai pas arrêté de travailler. Vous avez pris les médicaments, mais pas arrêté de travailler. Voilà, mais c'est vrai que ça n'est pas facile, parce que les médicaments, forcément, ils ont été efficaces? Tout à fait. Oui. Je me suis sentie mieux.
Donc j'ai forcément récupéré un peu de sommeil, mais artificiel, on va dire aussi en même temps, puisque c'est le médicament qui provoquait, mais ça m'a permis de remonter un petit peu, mais pas suffisamment. Est-ce que vite vous avez eu des effets secondaires de ces médicaments, des troubles de mémoire, des choses comme ça? À long terme, oui, ouais, un peu. Voilà, c'est-à-dire que je me sentais, on a moins la tête, on est moins vive. Hein, on est moins vive, forcément. Donc c'est comme la dépression ou l'anxiété faisait que vous l'étiez peut-être un peu trop, même aussi, j'étais un petit peu hyperactive, j'étais un petit peu trop, et après j'étais un petit peu pas assez. Donc c'est pour ça qu'au bout de plusieurs années, je me suis dit, bon... faut peut-être arrêter, on va en parler. Je diminue mes prises d'anxiolytiques, mais je remarque des troubles de mon rythme cardiaque dans mes activités du quotidien. Pourquoi, Martine? Ça fait partie du syndrome de sevrage? C'est difficile à dire. Il peut y avoir en effet un certain nombre de syndromes physiques quand on arrête de façon un peu trop brutale les anxiolytiques, avec l'épisode éventuellement de tachycardie. Mais à ma connaissance, il faudrait voir de quelle façon cette personne a arrêté. C'est pas forcément lié. Christine prend un quart d'anxiolytique, c'est-à-dire qu'elle prend 0,50 mg tous les jours. Est-ce qu'elle peut arrêter sans risquer l'effet rebond? Est-ce qu'il y a une dose limite au-delà de laquelle en fait, il n'y a aucun problème pour arrêter? Alors 0,5 mg je ne connais pas la molécule, donc c'est difficile à dire. De toute façon, quand on est sur des faibles posologies comme ça, il faut toujours, avec son médecin, décider d'un arrêt qui doit être le plus progressif possible. Et ce qui est recommandé, on peut passer un jour sur deux. On peut passer éventuellement, ça dépend aussi de la demi-vie du médicament. Il y a plein de paramètres à prendre en compte, mais ce qu'il faut faire, je pense, c'est avec son médecin et le faire de façon très progressive, parce que vraiment c'est ça qui est recommandé pour éviter les phénomènes de rebond. Pardon. Je pense que j'allais poser la même question que vous. Clotilde, justement. Quand vous avez voulu arrêter, vous avez essayé toute seule la première fois. C'est ça que vous vouliez demander? Voilà, j'ai essayé toute seule parce que j'ai eu une très bonne année. Je veux dire une année où tout se passait à peu près bien, où sur le plan professionnel, sur les congés, je ne prenais pas toujours... voilà, donc là j'étais plus peut-être reposée, détendue. Donc je me suis dit, je vais progressivement, alors surtout évidemment, je n'ai pas fait du jour au lendemain, j'ai en dégressif, et non pas par effet rebond, mais par mon travail, j'ai été fortement contrariée, et j'ai dû reprendre énormément mon activité, et ça m'a fait replonger dans une angoisse, en fin de compte. C'est surtout par l'angoisse que ça a généré. Donc du coup... C'est pas les effets que vous avez eu au moment où vous avez diminué les médicaments, c'est parce que j'en ai pas eu. Il y a eu des événements extérieurs. Je n'en ai pas eu. Voilà, ce sont les événements extérieurs qui ont fait que je me dis bon, allez, ça a peut-être été trop juste. J'ai peut-être voulu arrêter un petit peu. C'était toujours avec l'avis du psychiatre quand même. Oui. Hein, je veux dire, c'est toute seule, mais accompagnée. Hein. D'accord. Que pensez-vous du sevrage à l'hôpital, Marina? Eh bien, quand on veut arrêter de prendre des anxiolytiques, il est évidemment conseillé de se faire aider. Et si plusieurs tentatives de sevrage ont échoué, il est possible de se faire hospitaliser. Guillaume Morinet et Claude Pavelec se sont rendus dans un service spécialisé. Regardez. Bonjour monsieur. Bonjour. Je vais vous donner vos anxiolytiques. Oh là là, tout ça encore. Oui, bien sûr, mais bon, pour l'instant, vous allez prendre ces traitements-là tant que vous êtes angoissé. Et quand vous irez mieux, on arrêtera progressivement. D'accord. Vous êtes sûr? Je suis sûre. Bon. Hubert a 49 ans. Il est hospitalisé pour un sevrage qui doit durer 3 semaines. Il consomme depuis plus de 15 ans des benzodiazépines pour lutter contre son anxiété. Progressivement, vous en prenez un quart. En fin de semaine, vous en prenez un peu plus, un demi, et puis un jour, vous en prenez tellement que vous n'arrivez plus non plus à vous lever. Et donc, il y a un état de manque qui se met en place, et vous n'arrivez plus à vous en passer. J'ai essayé d'arrêter en partant en voyage, j'ai arrêté, on va dire, 9 jours, donc j'ai cru que c'était complètement terminé, et quand je suis rentré pour reprendre mon travail, j'ai eu un besoin nécessaire de reprendre ces anxiolytiques. Beaucoup de patients ont compris au bout d'un moment, pas toujours au début, mais au bout d'un moment, que l'usage qu'ils faisaient des médicaments n'était pas l'usage recommandé et souhaitent d'une part arrêter progressivement, mais aussi trouver des moyens pour ne pas avoir besoin de ces médicaments. C'est tout d'abord l'hygiène de vie, les rythmes du sommeil, l'activité sportive, une alimentation équilibrée. C'est aussi des psychothérapies de relaxation. Bonjour docteur. Bonjour monsieur, entrez, je vous en prie. Aujourd'hui, pour Hubert, c'est le rendez-vous avec le psychiatre. Il s'agit de faire le point sur les symptômes que peut provoquer le sevrage après 8 jours d'hospitalisation. Vous êtes senti angoissé cette semaine ou est-ce que c'est... Alors en début de semaine, j'étais encore beaucoup angoissé. Combien de temps ça a duré? Ça a duré 4 ou 5 jours où j'étais vraiment pas bien du tout.
une anxiété qui était en phase montante et descendante, donc très difficile à vivre avec des sudations. Est-ce qu'il y avait des douleurs ou une tension physique? Alors des douleurs faites aux articulations, tendues à la nuque, dans le dos et une sécheresse importante au niveau de la bouche également. Chaque sevrage est différent et le médecin doit adapter son traitement au ressenti du patient. Mais malgré tout, Hubert reste inquiet. Quand je vais sortir dans 3 semaines environ, est-ce que je vais y arriver seul? Est-ce que je vais retomber dedans? Ça m'inquiète beaucoup, beaucoup. Ce que nous avons prévu, nous, c'est pas forcément d'arrêter complètement tout type de médicaments, mais de remplacer ce benzodiazépine par notamment les antidépresseurs pour prendre en charge le trouble anxieux dont vous souffrez. D'accord. On n'a pas de garantie que ça ne sera pas difficile, mais en tout cas, on va tout mettre en œuvre pour que ça se passe bien à la sortie. D'accord, je vous remercie. Je suis nettement mieux depuis 3 jours. Et là, je vois vraiment la lumière qui est au bout du tunnel, comme on dit. Il y a quand même un mieux, un grand mieux. On sait combien ça représente de pourcentage de patients qui sont obligés d'avoir recours à une hospitalisation? Je ne peux pas vous dire, il y a énormément de consommation. On estime que chaque année, il y a un Français sur 5 qui consomme des benzodiazépines. On nous demande si c'est le record, si la France a le record de consommation. Alors, on reste parmi les dernières études, l'ANS, l'Agence du médicament, disait en 2002, on était le 2e pays européen, après le Portugal, il me semble. Ces dernières années, il y a quand même en France une diminution globale des consommations d'anxiolytiques. Mais nous sommes parmi les pays les plus consommateurs. Alors, on nous dit, n'oubliez pas de dire que ce sont les médecins qui poussent les malades à prendre des anxiolytiques. Clotilde, il peut peut-être réagir. Il est un tout petit peu médecin. Oui, non, mais j'allais faire réagir Clotilde. Oui. Mais si Marina, si vous voulez m'empêcher de m'exprimer dans cette émission, il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est vraiment les médecins poussent vraiment et les patients poussent aussi? Je pense qu'il y a une combinaison de facteurs. Certains médecins, à mon avis, peuvent prescrire de façon un peu trop facile les médicaments, les benzodiazépines. Certains patients aussi, quand ils rentrent dans des phénomènes de dépendance, ont besoin de consommer de plus en plus de médicaments et peuvent aussi rentrer dans une spirale avec un certain nomadisme médical. Et je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Je vous en prie, Michel. Merci. Clotilde, vous avez l'impression qu'il y avait les deux responsabilités, c'est-à-dire que le médecin avait commencé à vous prescrire l'anxiolytique parce que vous en aviez besoin et que c'est vous qui poussiez à cette consommation et à cette demande, ou le médecin, lui, poussait à ce que vous continuiez? Je crois qu'il a fait... Personne n'a poussé personne. Je pense qu'il a fait son travail. C'était donc un spécialiste, un psychiatre. Après, les problèmes que les généralistes en première intention donnent, tout ce qui est psychotrope ou benzodiazépine, etc., ça, c'est un autre débat. Hein? Donc, moi, je trouve que je suis allée directement voir un psychiatre. Émilie prend des anxiolytiques depuis ses 16 ans à la suite d'un viol. Dès qu'elle essaye d'arrêter, elle se souvient de tout. Elle demande s'il y a une alternative. Visiblement, on est dans un contexte particulier chez cette patiente. Psychothérapie. Je pense déjà qu'il faut qu'elle puisse être évaluée par un spécialiste, par un psychiatre, évaluer la psychopathologie sous-jacente, voir s'il y a un trouble anxieux caractérisé. Dans ces situations-là, certains médicaments, en particulier les antidépresseurs, ont une efficacité et non pas ces phénomènes de dépendance, de tolérance qu'ont les benzodiazépines, et évidemment associé à la prise en charge médicamenteuse, une prise en charge psychothérapeutique semble en tout cas tout à fait justifiée dans cette situation. Alors justement, on nous demandait, il y avait une question, pourquoi on associe souvent les antidépresseurs avec les anxiolytiques? Ça a été votre cas d'ailleurs, pourquoi on associe les deux? Alors, ils ont des mécanismes d'action et la mise en place est très différente. Les anxiolytiques sont très symptomatiques, ont une efficacité très rapide. Quand on prend un comprimé de benzodiazépine, dans la demi-heure, dans l'heure, on a tout de suite cet effet anxiolytique. Les antidépresseurs, qui sont indiqués, je le redis, dans le traitement de troubles anxieux, ont un délai d'action beaucoup plus long, de 4 à 6 semaines. Et il est fréquent qu'en début de traitement, on associe un traitement anxiolytique en attendant l'effet à long terme de l'antidépresseur. D'accord. Alors vous avez, Clotilde, quand vous avez voulu à nouveau arrêter, entendu parler d'une étude, ça c'est quand même mal connu, sur les cures thermales. Voilà, c'est-à-dire que j'étais déjà allée en cure sur Divonne, et j'ai voulu voir un petit peu ce qui se passait ailleurs. Je suis allée voir sur Internet et je suis tombée donc sur Saujon, en Charente-Maritime. Et je vois également qu'il y a une étude qui est lancée et on demande des malades, des volontaires, pour faire l'étude. Donc je postule
je suis retenue parmi... donc voilà, ça s'est passé en plusieurs sessions. Ça devait être en 2006, je pense. Et à partir de là, donc c'était très intéressant pour moi, pour beaucoup de points de vue. Le matin, j'avais ma cure normale, comme pendant 3 semaines. Tous les matins, les soins de la même façon. Et l'après-midi, on avait des ateliers psycho-éducatifs, psychopédagogiques, des moments de relaxation, etc. Comment se gérer justement quand on a une crise d'angoisse qui monte, etc. Donc il y avait plusieurs personnes avec des pathologies un petit peu différentes. Mais c'est ça qui a fait que... Le déclenchement. Voilà. Ce qui a je me suis dit, bon, voilà, il y a vous possibilité, n'avez pas baissé beaucoup pendant la cure, mais après, c'est une prise de conscience quand même. J'avoue que j'en ai moins trop le souvenir, mais c'était un peu C'est à Saujon, c'est ça, en Charente-Maritime. Bon, on va y aller justement. Juste on a un témoignage de Corinne qui dit « Je suis au milieu d'une cure à Saujon. J'ai déjà pratiquement diminué de moitié mes anxiolytiques, que du bon. » Ils n'ont pas besoin d'office de tourisme là-bas avec nous, ça va être incroyable. Hein, ça va être parfait. Donc vous l'avez compris, c'est à Saujon, en Charente-Maritime. C'est une solution originale qui permet de réduire sa consommation de benzodiazépine avec un suivi très particulier. Reportage Guillaume Morinet, Claude Pavellec et Martial Menuet. Pascal a fait un burn-out il y a plusieurs années. Depuis, il consomme beaucoup d'anxiolytiques et il ne peut plus s'en passer. Alors aujourd'hui déjà je voudrais au moins diminuer la prise de ces médicaments parce que ça a une influence sur mon équilibre, ma mémoire et un certain nombre de troubles comme ça. Donc déjà diminuer ce serait déjà beaucoup. Et puis peut-être qu'après tout, si je me sens vraiment bien, pouvoir arrêter complètement, ça serait un défi à relever et qui serait intéressant. Et ce défi, Pascal va le relever avec l'aide d'une cure thermale, un séjour de 3 semaines pour arrêter les tranquillisants. Les personnes qui veulent se sauver sont généralement des personnes qui consomment des anxiolytiques depuis un certain temps, assez longtemps, 2 ans, 3 ans, qui ont conscience que leur état est compatible avec l'arrêt du médicament, mais qui, pour différentes raisons, échec antérieur, peur des effets secondaires à l'arrêt ou de la rechute, n'arrivent pas à le faire tout seuls. Et ils ont besoin alors d'être accompagnés par des professionnels. Et s'arrêter seul, sans un soutien médical, c'est très délicat. Sandrine prend aussi des anxiolytiques depuis longtemps, des benzodiazépines dont il est très difficile de se défaire. 2-3 fois, j'ai essayé d'arrêter. J'ai rechuté à chaque fois. Et donc, il faut une aide pour réussir à stopper, à diminuer. Qui est-ce qui a commencé à arrêter son médicament, son benzo, à réduire en tout cas son anxiolytique? Mardi soir, j'ai commencé à baisser le Xanax. Durant le séjour, les curistes sont suivis par un psychologue comportementaliste qui leur propose des ateliers éducatifs. Il s'agit de comprendre ce qui les a poussés à consommer autant de calmants et leur expliquer les étapes du sevrage. Je sais que si je commence un sevrage, je sais que je vais avoir des moments qui ne sont pas faciles. Je sais que je vais avoir des douleurs, je sais que je vais être fatiguée, je sais que je vais avoir un peu de crise d'angoisse, je sais que... Voilà. Mais en même temps, je mets en place d'autres outils pour apprendre à gérer cela de façon autonome et responsable et à ne plus dépendre de rien. Quels outils, du coup, mettre en place pour ne pas tomber d'une dépendance à une autre, ce qui est souvent le cas, c'est-à-dire on remplace un médicament par un autre médicament, mais du coup avec des outils qui sont à la fois des outils corporels, la détente, avec tout ce que ça peut comprendre, et un questionnement mental qui est comment je peux m'autonomiser, me responsabiliser et ne plus tomber dans cette dépendance, mais apprendre à me faire confiance, à être plus sûr de moi et du coup à ne plus avoir besoin de béquilles pour fonctionner dans ma vie. Ces ateliers vont se répéter durant le séjour et permettent à ce groupe de patients de mettre en place des stratégies pour accepter le sevrage et mieux réagir aux symptômes du manque. Ce qui marche dans la cure, c'est l'association de 3 formules. La première, c'est l'eau qui permet de sédater, d'anxiolyser, donc de compenser l'effet thérapeutique. L'environnement médicalisé qui permet aux patients d'être sécurisés, et c'est très important d'être sécurisé quand on est anxieux et qu'on lâche un médicament. Et troisièmement, la thérapie cognitive et comportementale qui permet aux patients d'apprendre des outils pour mieux gérer son anxiété. Au bout de 3 jours, le rythme de vie change déjà totalement. Le sommeil évolue déjà. Les journées sont remplies, toutes les matinées sont bien remplies. Et ce rythme, Sandrine va devoir le tenir encore 3 semaines. Depuis la mise en place de cette prise en charge originale de la dépendance, les résultats sont positifs. Une étude a montré que la moitié des curistes arrêtent leur consommation d'anxiolytiques dans les 3 mois qui suivent la cure. Le bilan pour l'instant plutôt positif de ces cures.
Oui, tout à fait. C'est un programme original à Saujon qui, dans une unité de lieu, propose différentes thérapies, le thermalisme, mais aussi une approche psychothérapeutique avec la psychoéducation, la relaxation et ce suivi médicalisé. Pardon, non, je ne voudrais pas qu'on croie qu'on a des intérêts à Saujon. Okay. Il y a d'autres villes en France qui font des cures thermales spécialisées dans le sevrage. Alors, ce programme en particulier, par exemple, s'est déroulé dans 4 ou 5 centres thermaux. C'est une étude sur la France entière, multicentrique. D'accord. Voilà. Juste une question, pourquoi est-ce qu'il faut arrêter les anxiolytiques ? Pourquoi il faut les arrêter ? Parce qu'on a dit à un moment que ça pouvait abîmer le cerveau, qu'il y avait éventuellement une augmentation de risque de maladie de l'Alzheimer. On en est où, toutes ces connaissances ? Plusieurs choses. Donc, ces phénomènes de dépendance et de perte de contrôle sont une première chose. Des effets cognitifs qui sont connus. Il y a des effets sur la mémoire avec une amnésie antérograde. Chez les sujets âgés en particulier, un risque de chute, de fracture très élevé, et ça c'est tout à fait clair. Un risque d'accident de la voie publique et d'accident de la route. Sur la question, en effet, de l'interaction entre démence et benzodiazépine, il y a des études, en effet, épidémiologiques qui montrent un lien statistique, mais en tout cas, pour le moment, pas de lien de causalité. Et l'amnésie qui apparaît, elle disparaît au moment où à l'arrêt des anxiolytiques à l'arrêt, on peut récupérer une partie de ces fonctions cognitives. Amnésie antérograde, ça veut dire qu'on n'imprime plus. C'est des choses qui nous arrivent. On a les souvenirs, mais ce qu'on fait part un peu. Vous avez vu ça ? J'ai beaucoup de mal à apprendre, ou à me remettre dans le bain. Aujourd'hui encore, alors vous ne prenez plus rien. Oui, toujours, oui. Depuis combien de temps vous avez complètement tout arrêté ? Comme ça s'est fait un petit peu progressivement, je dirais 2 ans. Allez. Ah oui, vous n'avez pas récupéré complètement encore. Je trouve que c'est extrêmement long. C'est-à-dire qu'on tombe d'un seul coup, mais alors après. Mais ça peut être ça, 2 ans après Bon, ça dépend des personnes, ça dépend de l'âge. C'est difficile. Ah oui, ça dépend. J'allais vous le dire. Je ne voulais pas vous le dire pour ne pas vous manquer de respect, mais à partir d'un certain âge. Si vous voulez lui en coller 2, vous pouvez, vous gênez pas. À partir d'un certain âge, on imprime moins. C'est pas un souci. On imprime moins. On imprime moins. Il y en a qui impriment plus du tout d'ailleurs. Quoi, il y en a qui impriment plus du tout. C'est de moi dont est-ce que vous parlez ? Julien demande, alors là, je ne sais pas s'il veut un bon ou pas, s'il est préférable de consommer un peu d'alcool à la place d'anxiolytiques. Et j'ajouterais, comment se passe l'association alcool-anxiolytique ? L'effet anxiolytique est assez semblable. On parlait tout à l'heure dans un reportage du risque de transfert de dépendance. Il est tout à fait là. Quelqu'un qui consomme des benzodiazépines et qui va remplacer l'alcool, qui va remplacer le benzo par de l'alcool, risque aussi de tomber dans la dépendance à l'alcool. Donc c'est une mauvaise idée. Et la prise concomitante, ça potentialise l'effet des benzodiazépines ? On augmente en effet, on augmente l'effet, tout à fait. Et la sophrologie à la place des anxiolytiques ? Pourquoi pas, il y a plein de choses alternatives. Le yoga, l'activité physique, la relaxation montrent un effet tout à fait bénéfique sur le niveau d'anxiété. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Vous, on vous garde encore un petit peu. Il y a un chat qui commence, Michel. Oui, parce qu'avec notre invité, le docteur Olivier Dubois, qui est psychiatre également, ils seront tous les deux à votre disposition. Vous allez sur allodocteur.fr et pendant 1 heure, dès le générique de fin d'Allo Docteur, vous pourrez leur poser des questions, donc de 15h à 16h sur allodocteur.fr. Demain, dans Allo Docteur, on répondra à toutes vos questions sur la dégénérescence maculaire liée à l'âge, la DMLA, et vous verrez qu'il y a du nouveau dans le traitement, mais il faut être diagnostiqué rapidement. Vendredi, on parlera des épices. On verra qu'en dehors du fait qu'elles donnent du goût à l'alimentation, certaines ont des vertus médicinales. On verra lesquelles et comment les utiliser. L'émission de vendredi étant enregistrée demain matin, on attend ces questions dès à présent. Un petit appel à témoin, Michel. Vas-y, c'est un truc de fille. On recherche une femme qui a souffert de plusieurs infections urinaires, qui a décidé de les prévenir grâce aux plantes. Si c'est votre cas, appelez-nous au 01 58 88 85 21. Et on vous rappelle qu'en dehors d'Internet et du téléphone portable dont on vous parle toujours, nous sommes présents sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Ouais. Demain, je serai avec Benoît et je pense que ce n'est pas une mauvaise idée. À demain. 2-3 jours de repos. C'est ça. À demain. À demain. Non, pas demain.